Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et comme tous les mercredis soirs, on a une AMA d'artistes. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un quand même d'exceptionnel qui est avec nous. On voit déjà à l'image, c'est El Diablo. Bonsoir El Diablo. Bonsoir à vous. Exceptionnel, je sais pas, hein. C'est vous qui allez en Ah, juger. toujours, toujours. Bonsoir Max. Merci. Eh bien, merci Eddy pour cette fabuleuse introduction où, comme chaque mercredi, tu nous accueilles pour cette petite entrevue avec des artistes sur les collectionneurs. Si c'est la première fois que vous vous connectez, tous les mercredis à 21 h, il y a une interview d'artistes, donc plutôt orientée sur leur workflow et pas forcément uniquement sur les NFT. Donc c'est vraiment toujours quelque chose de très instructif. Et aujourd'hui, on reçoit El Diablo. Merci encore à toi d'être venu aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Eh bien, on va tout de suite pouvoir commencer avec ta présentation. Donc, plutôt que de te présenter, je vais te laisser nous dire ce que tu fais. Ok, vous avez 5 heures devant vous. Non, moi, en fait, je suis. Alors, à la base, je suis issu de la bande dessinée et du graffiti. Donc, je viens de là. J'ai beaucoup travaillé dans les années 80, notamment travaillé dans un. J'ai beaucoup bossé avec un groupe d'artistes qui s'appelait les PCP, les petits cons de peintres. Donc, on défonçait un peu les murs parisiens à l'époque, là. J'ai fait mes premières armes là-dedans, en fait. Et grand lecteur de BD depuis toujours. J'étais aussi, depuis ma plus tendre enfance, en fait, formé à la bande dessinée en tant que lecteur, puis en tant que dessinateur très rapidement, parce que c'est le premier métier que je voulais faire, c'était ça, dessinateur de BD. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, je faisais ça déjà, et je le suis devenu, ce qui est plutôt pas mal. Que vous dire, en fait, ben, l'alliance entre ma culture BD, cartoon et ma culture street graffiti a donné, à la fin des années 90, lieu à une série animée qui s'appelle Lascar. Voilà. Lascar que j'ai fait notamment avec pas mal de mes amis du groupe PCP aussi. Alors, on était 5 sur cette série et qui s'inspirait directement des BD que je faisais à l'époque dans le magazine Psychopathe, la revue Psychopathe qui existait jusqu'à l'année dernière. Et je crois qu'il a livré son dernier numéro il y a presque un an, ou un petit peu moins d'un an. Voilà, et en fait, dans Psychopathe, je racontais, en fait, je me suis toujours servi de mon vécu, moi, pour tout ce que je fais, en fait, en tant qu'artiste. Je me sers énormément de mon vécu. Donc, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai cette culture-là qui est ancrée en moi, qui fait que je racontais beaucoup, en fait, mes histoires de galériens de l'époque, les plans plus foireux, les histoires de coups de pression, de bagarres, graffiti, etc. Et je mettais ça en images, en BD. On s'est servi de cette base de travail pour la série Lascar. Les premiers épisodes ayant été faits en 1980, réalisés en 1995, je crois, ça date pas d'hier, hein, devait être Baston de regard, qui était issu de la première planche que j'ai aussi réalisée pour Psychopathe. Et je fais de la taille, qui est la fameuse histoire du mec qui tape dans un poteau avec ses tibias et qui fait seulement de pas se faire mal, alors qu'en fait, oui, beaucoup. Et tout ça, c'est des trucs que j'ai déjà vécu ou que j'ai déjà vu directement. Alors, je parle de ces 2 épisodes-là qui sont les plus connus de la série Lascar. Mais la série Lascar, à ce jour, on a sorti 2 séries de 30 épisodes plus un long métrage. On s'inspire à 80-95% de vécu, quoi. Voilà, d'autre part, moi je continue évidemment ma petite vie d'artiste. En fait, je me considère comme un artiste multicasquette. Ce qui veut dire que pour moi, peu importe le support, pour ça j'ai bossé beaucoup dans la BD, dans le graffiti, dans la série animée. J'ai un petit peu touché au cinéma aussi, j'ai fait pas mal de courts-métrages. Euh, c'est pour ça aussi que maintenant je touche au NFT, parce que en fait, à chaque fois que j'ai une nouvelle occasion de m'exprimer artistiquement, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de m'y frotter. Donc je suis un petit peu dilettante en tout, mais en même temps spécialiste en tout également. Je fais aussi pas mal de scénarios pour de la série télé notamment, et la bande dessinée encore une fois, parce que je suis pas que dessinateur,
mais aussi scénariste beaucoup. Et je suis également artiste plasticien, c'est-à-dire que à part les NFT, je fais aussi pas mal de toiles et d'autres œuvres plastiques qui ne sont pas forcément de la toile d'ailleurs, que vous pouvez voir sur mon Insta, par exemple. Il y a beaucoup de choses sur mon Insta. C'est très bordel, mais on trouve énormément de mes productions, que ce soit un dessin sur un coin de nappe comme une œuvre artistique de 2 mètres de haut. Voilà en gros comment je peux me présenter en quelques phrases. Ok. Alors pour tout le monde, vous allez avoir bien évidemment les liens dans la description. Je vous invite à aller checker au fil de la discussion. Et du coup, El Diablo, j'aimerais revenir un petit peu avant, parce que dans la communauté, il y a aussi beaucoup de très jeunes personnes, beaucoup plus jeunes que ce qu'on pense. Et c'est une question qui revient assez souvent sur les parcours des gens. J'aimerais savoir ce que tu as fait comme étude, vraiment, entre 12 et 18 ans. Qu'est-ce que tu as fait, en fait, pour en arriver là? Entre 12 et 18 ans, c'est précis en plus. Donc Bien précis. 19, ça compte pas, hein, on est d'accord. 19, c'est mort. Écoute, entre 12 et 18, donc moi j'ai suivi une scolarité assez normale. J'étais plutôt un littéraire et un artistique. Donc j'ai réussi à grimper jusqu'à un bac artistique, même si c'était quand même assez fastidieux parce que je me suis désintéressé du milieu scolaire à partir de la sixième, quand j'ai commencé à découvrir que les filles c'était plus intéressant. Enfin, bon. Ou du moins que je commençais à comprendre comment marchaient les filles. Euh, non, c'est vrai que j'ai jamais été très scolaire. Ce qui fait qu'en fait, je m'intéressais que aux cours qui me passionnaient. J'ai fait l'impasse totale sur les maths, la science, certaines langues. Très rapidement, je le regrette d'ailleurs parce qu'en fait, moi j'avais pris, je suis assez doué en anglais grâce à l'école. J'ai pris allemand seconde langue. C'est une catastrophe, je ne sais pas parler allemand. Et j'aurais dû prendre espagnol, qui est une langue beaucoup plus internationale. Et puis, en fait, malgré ce nom aux consonances hispaniques, le diablo, je suis pas très bon en espagnol, en fin de compte, mais j'aurais adoré ça. Non, voilà, je suis allé jusqu'au bac. J'ai fait. Ensuite, j'ai intégré l'école d'animation des Gobelins. Et ça, je crois que j'avais 19 ans, alors j'ai le droit d'en parler quand même. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, bon, On pile, en fait fait, tous pile après le bac, l'exception. non, pile après le bac, je suis allé à l'école, à la fac de Saint-Denis pendant 1 an ou 2, où j'ai pas glandé grand-chose. C'était fac de cinéma, c'était très intéressant, mais de la même façon, je m'intéressais pas tellement à scorer, à avoir des notes, quoi. Je prenais ce qui m'intéressait, puis le reste, je laissais. Donc, je suis même pas allé, j'ai même pas le DUG, même pas la licence, j'ai rien. Puis j'ai fait une année à l'école des Gobelins, qui est l'école la plus réputée de France pour l'animation. J'ai fait une année, puis après je me suis fait virer des Gobelins parce que je faisais trop le con. J'étais pas mauvais en plus en anime, hein. C'était on va dire que j'étais dans mon biotope, quoi, mais je faisais plus le con que les autres et ça se voyait plus. On était une bonne grosse bande de déconneurs. Il y en a qui d'ailleurs, parmi les gens qui étaient dans ma promo, il y a des gens qui ont persévéré dans l'anime, qui ont fait des trucs beaucoup plus sérieux que moi, notamment Pierre Coffin, qui est connu pour son petit, pour les mignons, pour son petit film Moi moche et méchant. Et voilà. Donc voilà, il y avait des gens comme ça qui ont atteint une énorme notoriété dans le milieu de l'anime. Moi, c'était pas mon cas. Enfin, j'ai été formé en animation, je suis très content de l'avoir fait. Ça m'a permis d'ailleurs de bosser sur beaucoup de choses. Je parlais des Lascar tout à l'heure, j'ai aussi bossé un peu plus récemment. Ah, mais attends, je dérive encore là. Un peu plus récemment comme auteur sur la série Les Cassos, voilà, que vous connaissez certainement, je l'espère. Mais voilà, en gros, je me considère quand même comme un gros autodidacte, quoi. C'est-à-dire que, certes, l'école, les études m'ont apporté quelque chose, mais comme tout le reste, comme mes nombreuses lectures, les rencontres que j'ai pu faire, et juste l'expérience personnelle, en fait. Moi, je crois beaucoup juste à c'est en faisant qu'on fait, quoi. C'est d'ailleurs l'une des questions qui revient souvent et tu vas probablement pouvoir y répondre. Il y a beaucoup de plus jeunes qui viennent souvent s'adresser aux artistes, alors pas uniquement des collectionneurs, sur est-ce que tu peux réussir à t'en sortir sans école. Donc toi, justement, pour clore un petit peu cette parenthèse sur ta jeunesse, qu'est-ce que tu peux dire à ce propos?
Moi, je pense que on peut tout à fait s'en sortir sans école. Il y a pas de chemin tracé. Je pense que les écoles sont effectivement un raccourci. Ça dépend en plus de ce que tu veux faire, parce que l'expression artistique elle a multiples facettes. Alors, Si tu veux admettons vraiment devenir dans ton domaine, dans ce que tu as fait. bah, mais mon domaine est tellement vaste, c'est ça le truc. Moi, si tu veux, je considère que ma première école, ça a été de lire des bandes dessinées, tu vois. Euh, Après, je pense que l'école aide pour la technique, que ce soit dans le cinéma, dans l'animation, dans la BD, dans le dessin, ce qu'on veut. Tu vois, les gens qui font l'école Boulle, Penningen, etc., deviennent des brutes en dessin plus rapidement que les autres bah, parce qu'ils ont des profs en face d'eux qui leur expliquent des trucs qui mettront peut-être des années à découvrir s'ils ne le font pas. Euh, de même que moi, j'ai pas beaucoup étudié le cinéma, à part à la fac de Saint-Denis pendant 2 ans, mais on s'intéressait encore une fois beaucoup plus aux filles que voilà, il y en avait des jolies d'ailleurs dans les cours. Hein. Le problème, c'est comme j'ai bossé dans le cinéma, en tant que scénariste notamment, il y a plein de choses que j'ai dû apprendre sur le tas, alors que finalement, je les aurais certainement déjà assimilées beaucoup plus jeune. Ceci étant, je l'ai fait à ma façon, à mon rythme, et moi, je ne considère pas que dans la vie, il y a un moment où tu as réussi, enfin, en tant qu'artiste, tu vois, c'est la vie d'artiste, c'est un tout, quoi, tu vois, tu passes par des phases où Souvent, quand cette question elle est posée de la part des plus jeunes, c'est simplement est-ce que je peux réussir à en vivre et disons gagner au moins un salaire minimum en faisant ce qui me plaît. ouais, pour moi, alors, je vais pas te mentir, ça a été longtemps très, comment dire, tumultueux. Tu sais, c'est pas d'un mois sur l'autre, je pouvais gagner zéro comme 5000. Tu vois, enfin, pendant longtemps, j'étais un peu dans l'insécurité financière. Donc, c'est ça le truc aussi, quand tu es artiste, il faut que tu acceptes l'idée que tu ne seras pas un salarié, sauf si tu vas bosser dans un gros studio d'anime ou dans quelque chose comme ça, évidemment. Hein. Mais si tu veux vraiment être un artiste indépendant, l'indépendance, le problème, c'est que tu joues au dé avec ton existence. Après, c'est toi et ta chance. Il se trouve que j'ai confiance en ma bonne étoile et que je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en sa bonne étoile et que j'ai toujours cru à ce que je faisais, à mort, à tout moment, et que même dans les moments où je sentais qu'il n'y avait pas de, tu vois, enfin, que ça n'aboutissait à rien, je me disais, je m'en fous, c'est pas grave, tu peux tomber 1000 fois, tu vas te relever à chaque fois, puis voilà. Euh, c'est une question d'état d'esprit, en fait, quoi. Plus que d'études, tu vois. Et je dirais presque, c'est un sacerdoce, quoi. Tu vois, faut avoir ça dans le sang. Euh, Sinon, c'est vrai que ça peut devenir compliqué. Je connais des gens qui pensaient qu'ils pouvaient vivre une vie d'artiste, et puis finalement, ils se sont retrouvés à bosser conseiller financier à la Poste. Hein. J'en connais vraiment, en plus. Et c'est pas. D'ailleurs, ça n'a absolument rien de. Tu vois, c'est tout à fait honorable hein, de bosser à la Poste, il n'y a aucun problème. Mais c'est sûr que si tu avais prévu au départ de vivre de ton art, c'est toujours un peu frustrant. Les trucs qu'il faut savoir dès le début, savoir assurer ses arrières aussi, peut-être. Je comprends. Alors au niveau de ton parcours et de tes créations, comme on a pu le voir, tu es vraiment pluridisciplinaire, tu fais du dessin, mais tu as aussi travaillé dans de l'animation, puis il y a des styles qui sont assez variés. Toi, au niveau des techniques que tu emploies, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, au quotidien, qu'est-ce que tu utilises? Est-ce qu'il y a beaucoup de dessins? Est-ce qu'il y a des logiciels? Si oui, lesquels? Et Ouais. en quelle proportion tu utilises? Est-ce que tu fais 80% de dessins et ça se concrétise dans les logiciels digitaux? Est-ce que c'est un peu plus mixé que ça, pardon. Enfin voilà, on est vraiment curieux de connaître un petit peu plus ton process de création. Oui, j'ai pas tous mes outils à portée de main, mais j'en ai. En fait, le truc, c'est alors pour ce qui est du scénar, la partie scénar, c'est simple. J'utilise deux choses. J'utilise Word et un logiciel formidable qui s'appelle Final Draft, qui permet de faire de l'écriture de scénario. Enfin, t'as des canevas d'écriture de scénario, c'est hyper simple à utiliser. Voilà. Bon. Ça, c'est du texte, de l'écriture. Pour ce qui est de la partie graphique, très longtemps, j'ai surtout travaillé sur papier d'abord. Donc moi je bosse avec des feutres Pentel très classiques que je pourrais vous montrer tout à l'heure si j'arrive à les choper parce qu'ils sont là-bas. Je scanne ça, enfin, je scannais ça et je retravaillais ensuite sur Photoshop parce que moi c'est un logiciel quand même qui est
assez bien foutu, qui a fait ses preuves depuis une trentaine d'années, que je connais très bien. Donc voilà. Et puis mon style graphique, qui est quand même très presque dessin de presse, tu vois. Je vais vous montrer un truc. Ça, c'est Wash Caribou. C'est moi qui l'ai dessiné, par exemple. C'est plus ou moins mon carnet d'immigration au Québec. Comme tu vois, moi j'utilise pas une mise en couleur extrêmement sophistiquée. Mhm. Photoshop, ça va aller très bien, tu vois, pour ce genre de truc. Donc, dessin au trait, scan, Photoshop. Et D'accord. puis alors là, tout récemment, je me suis converti à un truc incroyable, c'est Procreate. Alors, Procreate, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que c'est ce qui va enterrer Photoshop, malheureusement. C'est en tout cas. Et laisse-moi faire une petite parenthèse, c'est uniquement sur iPad, c'est bien ça? Alors voilà le truc, c'est que moi, jusqu'à la semaine dernière, et vraiment, je te dis la semaine dernière pour vrai, je travaillais sur un PC et je refusais de passer à l'univers Macintosh que je connaissais pas bien. Mhm. Euh, et puis ça m'allait très bien. Et j'ai découvert Procreate et je me suis aperçu qu'on pouvait l'avoir que sur iPad Pro. Du coup, j'en ai acheté un. Voilà. Et je me suis Yes. converti à 50 piges à l'iPad Pro et à Procreate parce que non, c'est une vraie révolution. Il y a une vraie différence entre Photoshop qui jusqu'à présent était quand même le logiciel le plus performant pour la création graphique simple. Et celui-là, qui fait pratiquement la même chose, pratiquement tous les mêmes trucs, ça fonctionne en système de calque, etc. Tu peux même faire des petites animations, etc. Sauf que c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus simple. Et autrefois, je bossais sur Wacom. Euh, J'avais même chopé la Cintiq Compagnon, qui était plutôt pas mal. Mais finalement, je l'ai revendu pour prendre l'iPad Pro parce que même au niveau du toucher, au niveau de la réactivité de l'écran, du stylet, etc., c'est incomparablement mieux. Et ça me fait chier de faire de la pub pour Steve Jobs. Hein. Si t'as des actions chez eux, voilà, Ah, balance le code promo, moins c'est 10%, ça. El Diablo. Mais non, vraiment, et en tout cas, voilà, c'est parce que pragmatiquement, je recommande ce logiciel Procreate parce que tu peux vraiment faire des trucs incroyables et tu peux bosser très rapidement aussi. Il faut savoir que moi, je suis très premier jet quand je dessine. Je suis pas, tu sais, t'as beaucoup d'artistes qui peaufinent à mort, etc. Moi, là où je suis le meilleur, c'est vraiment quand ça va vite et généralement, le premier jet est le bon. Ouais. Euh, et Alors, cet outil-là, pour ça, est formidable. tu peux peut-être nous confirmer quelque chose. Moi, je l'ai pas utilisé. Je fais pas partie des dessinateurs, des concept artistes. Mon domaine, c'est plutôt la 3D. J'ai beaucoup entendu des concept artistes dire que Procreate, finalement, ça donne déjà un sentiment de réactivité supplémentaire par rapport à des brushes que tu pourrais utiliser sous Photoshop, qui même sur un PC très cher vont parfois laguer, alors que sur Procreate non. Et tu as aussi ce sentiment euh, de retrouver un peu plus comme si c'était du papier, quoi, beaucoup plus que sur Photoshop. Est-ce que tu peux confirmer ça? Ouais. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand tu l'ouvres, l'application en elle-même, elle te prend tout l'écran. Tu sais, tu as une feuille vierge devant toi, D'accord. et ça prend vraiment pas beaucoup de place. Sur Photoshop, tu sais, tu as tout le bordel avec tu vois tout, en fait, les filtres, les machins, les fenêtres, et puis autour, ta petite fenêtre dessin, tu es obligé de scroller dedans. La navigation est plus compliquée aussi. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un carnet de dessin dans la main, quoi, tu sais, et hop, je dessine, sauf que si j'ai raté un trait, je fais un undo, hop, tu vois, après je peux le retravailler comme je veux, faire la rotation, le zoom, enfin, ouais, c'est un carnet de dessin augmenté, quoi. Et alors, moi j'ai une question assez importante, peut-être qui est un peu moins commune. C'est du coup, est-ce qu'au niveau de la créativité, est-ce que ça t'aide à créer du fait que tu puisses dessiner dans des lieux qui soient moins communs que là où il est ton ordinateur? Moi, j'ai toujours fait ça. Oui, alors oui, c'est ça en plus. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai toujours dessiné un peu partout. Je prends un coin de nappe, un petit bout de papier, etc. Là, l'intérêt que ça a, c'est qu'effectivement, tu es quand même sur ton ordi d'une certaine manière. Donc, tout ce que tu fais, c'est exploitable. Donc, c'est sûr que l'avoir, tu vois, là, j'étais chez le dentiste il y a 2 jours et j'étais en train de dessiner. Tu vois, je te mens pas, regarde, hop. Là, c'est une planche que je dessinais sur. Tu vois, ça, c'est pour je pourrais vous raconter, ça, c'est ma zone d'inconfort. Et j'étais comme ça en train d'attendre, au lieu de lire un bouquin ou de regarder des conneries sur Photoshop,
sur Facebook ou sur Insta, euh, j'étais en train de créer, quoi, tu vois. Puis je suis rentré chez moi, j'avais fait une partie de mon boulot. Et non, c'est sûr que c'est super pour ça, vraiment. Et effectivement, tu vois, ça, du coup, c'est sûr que quand tu as un outil stimulant, tu es plus créatif. Tu sais, tout connement, parce que tu as envie d'essayer des trucs, parce que ouais, ah tiens, j'ai pas fait ça. Quand je l'ai acheté, j'ai passé toute la nuit à, tu sais, à faire des petits essais, tu vois, des planches bon, des merdouilles, quoi. Mais tu sais, les pages comme ça, là, j'en ai 20, quoi. Le premier soir, j'ai fait que ça. Je testais les mises en couleur, je testais les filtres, je testais juste la prise en main de cette saloperie-là. Là. C'est addictif, en fait. C'est un peu du crack, quoi, Maintenant, pour les artistes. Poupa nous pose la question dans le chat. Donc maintenant, toutes les esquisses que tu fais se font sur Procreate, c'est ça? Ben, maintenant, c'est difficile à dire parce que je l'ai depuis pas si longtemps que ça, mais je pense que de plus en plus, il y en aura beaucoup là-dessus, ouais. Ouais, effectivement. Alors dans le chat, ils sont en train de nous chauffer un petit peu. Il y a Méduse. Alors on fera peut-être ça à la fin si ça te dérange pas et si c'est rapide pour toi. Il y a des membres qui demandent. Il y a des membres qui demandent est-ce que que tu refasses ma tête à la fin. Bon, on verra. On va voir. Pourquoi? Du coup, au niveau de l'inspiration, parce que tu nous as parlé que tu étais vachement en fait inspiré par ton milieu, tu as grandi en banlieue et donc tu t'es vachement nourri et inspiré de tout ce que tu as pu voir. Ouais. Une question qui nous intéresse aussi, c'est de savoir quels sont les artistes en fait qui t'ont fait rêver et qui t'ont donné envie de te mettre au dessin. Quels sont les artistes ou les œuvres? Ça peut être une bande dessinée, ça peut être un film d'animation. Vraiment, qu'est-ce qui t'a aidé à te plonger dans cette passion? Il y en a énormément et en plus, on va dire, c'est pas que des artistes graphiques parce que ça peut être aussi musicaux ou au cinéma, tu vois. Enfin, moi, j'ai toujours été un grand fan de cinéma. Donc, le cinéma qui me ressemble, ouais, il y a tellement de trucs. Là, qu'est-ce que je vais citer en premier, quoi? Il y a des trucs bateaux, mais c'est vrai que je suis un grand amateur de ce que faisait Guy Ritchie autrefois. Ou Tarantino. C'est vrai que l'école Tarantino, moi, dans les années 90, là, quand il a sorti son premier Réservoir Dogs, je suis tombé sur le cul. Je dis putain, mais ouais, quoi. Mais avant lui, il y avait Scorsese, évidemment. Il y en avait tellement, en fait. Mais c'est vrai que c'est toujours un cinéma un petit peu, qui a quelque chose à voir avec la rue aussi. Hein. Alors, je suis pas du tout fermé, hein, parce qu'en fait, quand j'étais jeune, je travaillais dans un cinéma d'art et essai dans la ville de Châtenay-Malabry, qui s'appelait le Rex. Et en fait, moi, j'étais ouvreur, donc mon métier, c'était de déchirer les tickets et de faire la lumière aux gens. Et je me tapais 4 films par semaine. Tous les week-ends, j'étais là-dessus. Je me tapais 4 films par week-end et des trucs très variés que je choisissais pas tout le temps. Donc, j'ai pu découvrir des trucs de Kiarostami, Kusturica, tu vois, et que je ne serais jamais allé voir de moi-même, sans doute. Mais qui aussi m'ont beaucoup nourri par ailleurs. Tu vois, enfin, en fait, alors ça, c'est pour le cinéma. Maintenant, de la BD aussi, c'est très vaste, mais le premier artiste qui m'a mis une grande claque, j'étais tout petit, hein, je pense que c'était Gottlieb. Classique, hein. Gottlieb, et puis après, il y a eu Rézère, Villemain. Les premiers trucs que faisait Villemain dans les années 80-90 sont très différents de ce qu'il a pu faire après, quand il était scénarisé par Berroyer, Raoul Teigneux, ou ce genre de choses. J'étais aussi vachement branché comics. Il y a toute une école de comics qui m'a vachement intéressé. C'est plutôt comics underground. Alors évidemment Crumb et Gilbert Shelton. Puis derrière aussi tout ce que faisait Alan Moore. Scénaristiquement parlant, ça m'a mis des claques. D.R.N. Quinch, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est des choses qui m'ont marqué dans ma jeunesse. Des gens comme Simon Bisley aussi. Bill Sienkiewicz. Je peux t'en citer plein comme ça. Hein, dans le chat, il demande aussi s'il y a Edika. Donc, oui, alors bien sûr. Edouard Carali. Edouard Carali, oui, tout à fait. Et son frère Carali, parce que Paul Carali, donc c'était le rédacteur en chef de Psychopathe, dans lequel j'ai bossé pendant quelques années. Donc c'est le premier mec qui m'a mis le pied à l'étrier dans la BD, qui m'a publié sérieusement.
Euh, oui, bien sûr, Edika, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est je pense que vers l'âge de 10-12 ans, j'ai découvert un fluide glacial et je suis tombé dedans. En fait, très très jeune, moi, j'avais des fluides glaciales, des à suivre, des échos des savanes, tous ces magazines qui malheureusement, enfin sauf Fluide, parce que Fluide perdure encore, mais ça a changé. Mais sinon, tous les autres n'existent plus. Et avant, c'était mensuel, et puis je te recevais, moi j'étais abonné à tous, là, je recevais 5 par mois, là. Et ça me nourrissait à mort, en fait. Ça me nourrissait à mort. Edika, évidemment, Est-ce que parmi tu les peux dire, là on va aborder peut-être des questions qui sont un peu plus de l'ordre. Margerin, excuse-moi aussi. Franck Margerin, très important. Et Trambert et Jeannot. Après, j'ai fini, stop, là. Ouais, Merci beaucoup pour le partage de toutes les inspirations. Du coup, je vais permettre de me rebondir un petit peu sur ces œuvres-là. Et c'est peut-être un débat un peu politique, je ne sais pas vraiment comment le catégoriser. Mais tu dis que ça a beaucoup changé. Est-ce que pour toi, il y a eu une évolution positive ou enfin comment tu vois l'évolution justement de ces trucs-là? Parce que moi, je me souviens encore que mon père achetait vachement des fluides glaciales et je me souviens avoir vu des trucs quand même assez obscènes. Première fois, ça m'avait choqué. Et puis finalement, ça m'a aidé à développer un humour très cynique, très drôle et très critique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors j'ai plus du tout le regard là-dessus parce que je suis pas un énorme consommateur de bande dessinée. Malheureusement, je sais pas trop ce qui se fait en ce moment. Mais j'ai Yes. l'impression que l'humour avec des gros zizi, de la religion et tout ça, on en voit un petit peu moins. Toi, quel est ton point de vue là-dessus? Oui, mais je pense que de toute façon, comme l'époque, les temps changent, tu vois, il y a plein de choses en fait qui changent. Mais c'est sûr que ce qui se faisait en bande dessinée dans les années 70-80 et ce qui se fait maintenant, il y a plein de trucs qui sont différents. Je pense qu'effectivement, il y a une certaine liberté de ton qui a disparu. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est devenu inintéressant maintenant, hein. Alors, il y a beaucoup plus de BD produites actuellement, mais peut-être beaucoup plus de choses un petit peu lisses, un petit peu mainstream aussi. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Et après, moi, c'est pas ça qui m'intéressait dans la BD, tu vois. Enfin, un autre truc que j'adorais, c'était Torpedo, qui est l'histoire d'un tueur à gages dans les années 30 à New York. C'est complètement amoral. Ils mettent des baffes. Met des baffes à tout le monde, il frappe les femmes, il tue des gens, enfin, c'est un ignoble personnage, mais c'est jouissif à lire, c'est jouissif, parce que c'est vraiment nos limites, quoi. Euh, et alors, c'est marrant ce que tu me dis, parce que justement, euh, parmi moi, ce que j'ai fait dans la BD, il y a plusieurs trucs, mais une des séries que je me suis le plus éclaté à faire, justement, est très référencée BD nos limites des années 80, ça s'appelle Monkey Business. J'ai bossé avec un grand artiste qui s'appelle Posla, mon co-auteur. Donc moi j'étais scénariste là-dessus, lui dessinateur, je peux vous montrer la gueule que ça, Monkey Business, c'est ça. Alors ça c'est l'intégrale qui est sortie chez Onkama il y a 2 ans. C'est un gros bordel, hein. Je me balance le lien YouTube, donc la petite bande-annonce directement dans le chat. Ah oui, alors la petite bande-annonce, pour la petite histoire, c'est un projet qu'on a d'en faire une série en puppets, donc qui a été réalisée il y a déjà 3 ans, là, puis on est en ce moment en égo pour essayer de lancer le projet avec un gros diffuseur, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant tant que c'est pas fait. Mais Monkey Business, c'est du post-apo, les humains ont perdu le contrôle, la Terre est dévastée, c'est les animaux qui ont repris l'hégémonie, sauf qu'ils sont tout aussi cons que les humains. Et finalement, c'est un gros croisement entre la planète des singes, Mad Max, Boys in the Hood, voilà. Et c'est complètement, ouais, on est nos limites dedans aussi. T'as du sexe, de la violence, enfin voilà, à ne pas conseiller aux moins de 12 ans, je dirais. Et peut-être que le fait d'utiliser des animaux, ça vous permet en fait d'aller encore plus loin et d'être un petit peu parodique sur les humains, non? Tout à fait, oui. Et encore une fois, comme tous les trucs sur lesquels je bosse, il y a toujours une réflexion du monde, de notre monde contemporain. Ouais, et je peux parler effectivement dans mon petit business de plein de choses qui sont des sujets d'actualité, tu vois, que ce soit les violences urbaines ouais, en fait, j'apporte tellement de trucs dans mon petit business que c'est sûr que et puis alors il risque d'y avoir une suite là. Tu sais, le monde change tellement vite en plus. Mon petit business, on l'a fait premier tome, c'était en 2007. Il y a tellement de trucs qui n'existaient pas en 2007 qui existent maintenant.
je dis des trucs de con, hein, mais les gilets jaunes, le mouvement MeToo, FaceTime, tout ça, c'est des trucs qui n'existaient pas. Et alors, pour ce qui est des gilets jaunes, c'est intéressant parce qu'il y a un épisode de Monkey Business où en fait, c'est les humains qui essaient de reprendre le contrôle sur le monde animal. Et alors, je sais pas comment, c'est même pas moi, ça, c'est le dessinateur, c'est Cause-là. Je sais pas comment il a eu cette idée de génie, mais faut que je retrouve la page. En fait, les humains sont habillés en gilet jaune. C'était avant, hein. C'était au moins 2 ou 3 ans avant, avant les gilets jaunes. Et c'est extraordinaire. Je sais pas comment il a eu ce trait de génie. Attends, si tu regardes, je le prouve. Où est-ce qu'ils sont? On ne verra pas bien. C'est pas grave, je vais vous le montrer quand même. Mais ouais, voilà. Bon, c'est comme quoi le gilet jaune est vraiment un symbole de quelque chose. En tout cas, c'était déjà. Ça nous... Je trouve pas la page. Attends, si, parce que voilà. À un moment donné où nos amis singes qui essaient de reprendre le contrôle, qui se déguisent en humain. Tu vois là, lui, dans le gilet jaune. Ils ont tous des gilets jaunes. Enfin, C'est incroyable. souvent notre BD, enfin souvent ce que j'écris est un reflet de la réalité, et parfois la réalité, peut-être même que si ça se trouve, le mouvement gilet jaune a été finalement, après coup, lancé par quelqu'un qui avait lu Monkey Business, va savoir. Ça, c'est ce que tu me disais en off, mais faut pas le dire, c'est ça? Ouais, voilà. Non, c'est vraiment incroyable et la bande-annonce c'est aussi génial. J'invite tout le monde à aller la regarder puisque vous avez fait un petit court-métrage. Alors, dis-moi si je me trompe sur la technique, mais c'est du stop motion, c'est bien ça? Non. Non? Non, c'est plus traditionnel que ça, c'est du puppet. C'est comme les Muppets, comme Fraggle Rock. Ok. Voilà, ou comme, les techniques de Jim Henson, quoi, avec des marionnettes, avec des gens dedans, comme ça. Sauf exception, parce que tu as quelques plans en anime, qui a été, je pense que c'est de l'anime qui a été fait sur Flash Ouais. ou After Effects, d'ailleurs. Donc, c'est très simple. Et tout ça, c'est le travail génial de Pose-là, qui, je ne me dirai jamais, est un grand artiste. Je ne le dirai jamais assez. Ouais, c'est poilant, puis ce mélange de styles et même ces couleurs, quoi. On voit que c'est vraiment, il y a la passion du cinéma. On retrouve beaucoup de clins d'œil dans les angles de caméra, enfin, c'est vraiment une super bande annonce. Franchement, elle est très réussie. L'idée aussi est bourré de références cinématographiques, mais vraiment bourré, quoi. Parce que bon, on a été nourri à ça toute notre jeunesse. En tout cas, c'est super intéressant. Avant de passer aux questions de la communauté, on va passer un petit peu aux NFT. Donc toi, tu m'en as déjà parlé et on va pouvoir en parler maintenant. Donc il y a vraiment plein de questions. Comme tu le sais, on est une communauté autour des NFT. Toi, tu as déjà lancé un projet autour de petits virus. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus autour de ces crypto-virus? Je profite même de aujourd'hui pour lancer officiellement les cryptovirus qui sont en fait qui sont quand même disponibles en ligne depuis 2 semaines, mais pour l'instant j'en parlais pas trop là. Les cryptovirus, évidemment, c'est l'idée de ma hantise du moment, ou enfin des derniers mois, c'est un peu celle de à peu près tout le monde. C'est ce putain de virus qui m'a beaucoup travaillé. Moi, je suis un grand hypochondriaque en plus, donc j'ai toujours craint quand j'étais jeune d'attraper tout un tas de saloperies. Il se trouve que je l'ai eu d'ailleurs, hein, le coronavirus. C'était pas sympa avec moi. Voilà, je fais partie des gens qui ont morflé. Ça se voit pas trop, mais sur le coup, j'étais pas content de l'avoir et j'aurais presque pu y passer. Donc c'était un peu ma revanche. Pour cette première série en fait de NFT, ça m'est venu tout de suite, quoi. C'était assez instinctif. Hein. Un peu ma revanche sur les virus, j'ai voulu foutre de la gueule de cet enfoiré de coronavirus et de tous ses petits copains. Donc voilà. Alors, en même temps, il m'a inspiré. Donc le tout premier en fait sur lequel je communique, c'est Bandidovirus, un petit peu le petit frère du coronavirus. Je pense que tu dois avoir le lien, tu peux le balancer. Hein. C'est vrai, je vais le remettre. Ouais. Et par ailleurs, ils sont 6 pour l'instant. Là. Je ne sais pas si je vais en inviter d'autres. On va attendre de voir déjà. Mais parce que j'ai déjà beaucoup d'autres idées
en tête. C'est ça aussi le problème, c'est que je suis assez versatile. Donc, C'est bien, tu enchaînes directement sur les questions qu'on pouvait avoir. Donc du coup, en termes de projet NFT, quel est le futur que tu nous réserves? il y en a des très variés. Alors, deux en l'occurrence qui sont très différents l'un de l'autre. Le premier, ce qui va s'inspirer certainement d'une série de pièces, alors pour le coup, de choses qui existent vraiment, que j'ai faites, qu'on peut voir sur mon Insta, qui sont des capsules temporelles, qui s'appellent Immortal Street Culture. Et en fait, l'idée, c'est de prendre des objets de la culture de rue. Et j'avais fait des inclusions dans de la résine. Ça, j'ai fait ça il y a 5 ou 6 ans. Je sais qu'il y a d'autres artistes qui ont fait ça récemment aussi. Mais je suis le premier. et, et donc voilà. Et en fait, je pense lancer une série d'NFT autour de cette idée-là aussi. Mais je ne sais pas exactement encore. Enfin, je suis en train de travailler à la façon de la concrétiser. Je pense que ce sera beaucoup moins dessin 2D, plus. Il n'est pas impossible que ce soit de la vidéo, d'ailleurs. Pour l'instant, j'en dis pas plus. Et alors, également l'acquisition du logiciel Procreate en tant qu'auteur de BD qui m'a fait m'apercevoir que on pouvait faire tellement de choses avec Procreate. Notamment, il y a un super fonction sur Procreate où tu peux faire une vidéo de. Par exemple, tu as fait un dessin là, et puis tu lances vidéo et ça te refait, ça te fait un time-lapse géant de ta création, quoi. Et je me suis intéressé à ça. Je me suis dit pourquoi pas raconter une micro-histoire BD en time-lapse grâce à Procreate. Donc je suis en train de travailler là-dessus aussi. Là. Pour l'instant, c'est dans le laboratoire de mon cerveau, mais ça risque de sortir dans pas si longtemps que ça. Ok, alors désolé, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Je disais, on a plein de questions de la communauté. Ok. On va pouvoir enchaîner. De toute façon, après, ça revient sur les questions sur les projets. Mais ça revient un petit peu aussi sur ce qu'on a pu discuter avant. Donc la première question qu'on a eue, il me semble que c'était une question de Lucie, et c'était qu'est-ce que tu peux nous dire de la liberté d'expression au Québec versus la France? Est-ce que tu as senti une différence ou est-ce qu'il s'est passé tellement de temps que tu n'as pas eu de différence? Enfin, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette différence qu'il peut y avoir entre le Québec et la France au niveau de la liberté d'expression? Alors, ça dépend de quelle liberté d'expression on parle. Je pense que, alors j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, notamment sur Internet, il faut faire plus attention au Québec et en Amérique du Nord en général qu'en France. On va dire que, c'est sûr qu'en France, il y a toujours cette espèce de tradition de on peut dire n'importe quoi et ça passe. Alors qu'ici, peut-être que tu peux plus facilement offusquer des gens ou des communautés. Donc ça, c'est pour ce qui est de, on va dire, des artistes qui sont dans la provocation gratuite. Faut faire attention avec la provocation gratuite, à mon avis, ici. Maintenant, moi, c'est pas mon cas, je suis pas dans la provocation gratuite. Je peux être dans la provocation, c'est jamais gratuit. Il y a toujours un message derrière. Ce qui fait que j'ai pas, pour l'instant, noté. Ça peut m'arriver de choquer des gens avec des choses que j'ai pu dessiner. Il y a un truc, c'est que je fais beaucoup de dessins de presse. Alors, pour deux raisons, j'en fais pas tellement pour le Québec. Premièrement, parce que justement, je pense que j'ai comparé avec ce qui se faisait ici au Québec en dessin de presse et dessin d'actu, c'est quand même vachement plus policé. Tu vois, et moi, venant de la France, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup, notamment à nos politiciens. Alors déjà, je connais moins les dirigeants québécois, même si, ou canadiens, même si je les connais, j'ai le droit de vote depuis cette année, donc j'irai voter là, dans pas longtemps. Mais je peux pas non plus, en tant que nouvel arrivant, m'imposer dans le game et commencer à donner mon avis comme ça sans une vraie connaissance géopolitique, parce que je suis sûr de me planter, de dire des conneries. Alors qu'avec la France, j'hésite beaucoup moins, et je peux te dire que je ne vais pas citer de nom aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, dans le bon ou le mauvais sens du terme, parmi nos dirigeants notamment, et parmi tous ceux qui peuvent briguer actuellement les plus hauts postes du pouvoir. Et c'est sûr que je me régale. C'est sûr que je me régale. Si vous voulez voir des trucs je fais beaucoup de, quand je fais du dessin de presse, c'est essentiellement sur ma page Facebook.
Plus que sur Insta d'ailleurs, ouais. Un petit lien, je crois que tu m'avais pas envoyé en privé ta page Facebook. Non, sur Facebook, c'est une page open d'ailleurs, il faut chercher Boris El Diablo d'Olivet, D-O-L-I-V-E-T, voilà. Je mélange tout, mais je fais régulièrement des dessins. Non, le dernier que j'ai fait d'ailleurs, c'est un truc sur l'œuvre de Christo, sur l'Arc de Triomphe. J'explique pourquoi, j'en ai pas grand chose à foutre de l'Arc de Triomphe. Vous irez voir le dessin. Hein. Mais et étrangement, elle a créé beaucoup de polémiques. Ce dessin a beaucoup fait parler. Je me suis aperçu qu'il y avait plein de gens qui considéraient que c'était une super œuvre et que pourquoi je disais du mal. Désolé, je vais te faire répéter, c'est Boris El Diablo d'Olivet, D-O-L-I-V-E-T, qui est mon patronyme. Boris El Diablo d'Olivet. Eh bien, c'est trouvé. Yes. Yes. Alors, j'essaie de trouver le dessin, ce fameux Le dessin. dessin, de toute façon, il ne doit pas être très loin. Non, en fait, c'est pas tellement le dessin, c'est le petit texte que j'ai mis en dessous. Parce que quand j'ai vu la polémique sur l'Arc de Triomphe, j'avais envie de faire plein de trucs, et puis finalement, j'ai été pris de vitesse par Internet, donc je l'ai juste précisé sur le dessin. Mais pour faire court, pour être un peu politique, pour moi, l'Arc de Triomphe, j'ai jamais vraiment eu de grosse affection pour ce monument qui représente juste, à mon avis, un hommage à la mégalomanie de Napoléon. Et ce petit personnage ne m'intéresse pas beaucoup. Voilà. Comme tous les chefs d'État meurtriers, qui ont trop. Enfin, bref. Tous les va-t-en-guerre ne m'intéressent pas beaucoup. Alors, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le véritable humour sur ton post se trouve plus dans les commentaires que sur ce que tu as posté, quoi. Non, pas forcément. Non, sur celui-là en particulier. Non, sinon, j'ai beaucoup de dessins d'actu sur ma page Facebook. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas posté parce que je suis sur plein de trucs à la fois en ce moment. Mais si tu scrolles longtemps, tu vas commencer à en voir beaucoup. Ou si tu vas tu vas dans mes photos sur Facebook et puis tu verras. Voilà. C'est le bordel sur mon Facebook, je vous préviens. Mais j'accepte tout le monde en ami. Voilà. En tout cas, c'est très marrant. Et alors, on va continuer avec les questions. Alors, c'est une question de Jean-Philippe, le fondateur de la communauté Les Collectionneurs, qui est un petit peu vicieux, on va le dire. Il demande comment as-tu vécu le Corona? Comment je l'ai vécu? Alors, attends. Personnellement, pas très bien. Après, je l'ai... comment dire c'est simple. En fait, moi, le Corona, ça représentait un petit peu... c'est une personnalisation de toutes mes angoisses parce que vraiment le truc de la pandémie là, quand j'étais jeune, je regardais beaucoup de films de zombies. Quand j'étais petit, j'avais toujours peur d'attraper la rage, mec. J'allais en forêt, je me suis dit, je vais me faire mordre par un renard, je vais attraper la rage. C'était ma hantise quand j'avais 6 ou 7 ans. N'importe quoi. J'ai toujours eu ce rapport un peu particulier avec les virus en général. Alors l'arrivée du sida dans les années 80, je t'explique même pas comment ça m'a angoissé. Ce qui fait que quand le corona est arrivé, d'une certaine manière, j'étais déjà préparé. Et en même temps, je me suis dit, putain, merde, ça y est, quoi. Et alors, je trouve qu'on a eu du bol, entre guillemets. Évidemment, il y a eu, je ne minimise pas les dizaines de milliers de morts, etc. Mais je veux dire, c'était pas la peste noire, quoi. À un moment donné, au tout début, là, je me suis dit, ça y est, on est foutu. 80% de la population va y passer. Et alors, étrangement, la première période de confinement, je ne l'ai pas si mal vécu parce que j'avais l'impression que c'était vraiment une espèce d'élan collectif pour lutter contre cette saloperie. Ça m'a intéressé. En tant qu'aventure humaine, je sais pas, moi, rester enfermé chez moi pendant 3 mois, c'est pas que ça m'a ravi, ça me faisait chier comme tout le monde. Mais il y avait un côté... on vivait un truc, quoi. Il y avait vraiment un truc qui se passait là et on était complètement dans l'expectative, on savait pas où ça irait, etc. C'est un peu comme s'il y avait une invasion extraterrestre ou quelque chose comme ça, quoi. Le gros événement de ouf que personne n'attendait. Donc d'une certaine manière, ça a peut-être même nourri mon imaginaire d'artiste. Certainement. D'ailleurs, la preuve, mes derniers NFT. Après, comment je l'ai vécu quand je l'ai attrapé, je l'ai vécu très mal. Moi, j'ai fait une pneumonie. On soupçonnait une embolie pulmonaire. C'était pas génial. J'ai eu 3 semaines de fièvre ininterrompue. C'est pas terrible. Pas terrible comme expérience. Mais bon,
Voilà, hein, ce qui ne te tue pas t'engraisse. Et donc on va dire que là, ça va. Mais je ne souhaite pas l'attraper à nouveau, c'est sûr. Voilà, Ouais. j'ai bien répondu à la question. Non, mais je l'ai eu aussi et ça tape bien fort. Ouais, hein. C'est pas super. Moi, Pourquoi? Ah, qu'est-ce que désolé, je veux je t'ai dire encore une fois coupé. Moi, j'ai des amis qui l'ont chopé, qui l'ont même pas senti, comme quoi il n'y a pas de justice. Hein. Vas-y, Eh oui. excuse-moi. Alors, une autre question qui est pourquoi Montréal? Pourquoi ce choix? Ah, question intéressante. Écoute, moi j'ai toujours vécu en banlieue parisienne et en même temps j'ai toujours beaucoup voyagé. Quand j'étais jeune, dès que je pouvais aller quelque part dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, etc. J'ai essayé de. J'ai pas fait tant de pays que ça dans ma vie, mais dès que j'ai pu voyager quelque part, je l'ai fait, y compris en Europe d'ailleurs. Et un des endroits qui me plaisait le plus au monde quand j'étais jeune, c'était New York. New York était un peu la mecque du hip-hop à l'époque, dans les années 90. J'y suis beaucoup allé, j'ai beaucoup dépensé d'argent dans des billets d'avion pour aller squatter à New York. Euh, et c'était beaucoup là-bas que ça se passait au départ. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, mais c'est vrai que un peu plus haut que New York, il y a d'autres trucs qui se passent aussi. J'ai commencé à m'intéresser en fait au Canada et au Québec sur le tard, et je me suis aperçu que c'était, j'y retrouvais le, le côté très nord-américain, évidemment, tu vois, des grosses mégalopoles telles New York, Boston, Chicago, etc., avec un côté beaucoup plus relax, en fait, beaucoup plus chill, comme on dit ici, et à la fois aussi, évidemment, la facilité du fait que je suis dans un environnement francophone, ce qui n'est pas inintéressant. Euh, non pas que je ne suis pas capable d'évoluer dans un environnement anglophone, mais d'une certaine manière, culturellement, c'est vraiment un croisement entre l'Europe et l'Amérique qui est très intéressant ici. Et puis à part ça, il y avait aussi l'envie de bouger ailleurs, de tester autre chose. Alors il y a plein de gens qui m'ont dit quoi, mais t'es fou et tout. Il fait moins 40 en hiver. J'ai fait mais justement, moi j'adore l'hiver. Non, tu vois, c'est tout con, mais c'est un pays où il y a des saisons quoi. L'automne est magnifique, l'hiver est vraiment froid. C'est À très chaque bien. fois qu'on me parle de Montréal, moi bon après c'est la culture d'internet, mais à chaque fois je pense à un personnage qui pourrait être dans les Lascars, c'est le roi Enoch quoi. Ah oui, ouais, alors ouais, c'est marrant parce qu'ici, en fait, personne ne connaît le Roi Enoch. Il y a une scène hip-hop très développée, mais le Roi Enoch, il est un petit peu à part, en fait. Il a été surtout connu en France, quoi, tu sais, un peu comme, Ouais, je sais pas. avec le reportage de Duris où il a été un petit peu tourné en ridicule, ce qui a bien fait rire tous les Français. Mais c'est vrai que souvent Ouais, quand j'entends Montréal, quoi, j'ai la voix du roi Enoch. Romain Gavras qui a fait quelque chose sur lui. Ouais. Oui, Duris de Gavras, pardon. Les mathématiques du Roi Enoch. Génial d'ailleurs ce reportage. Et moi, c'est Mm. comme ça, je l'ai connu, hein, c'est Romain Gavras qui m'a fait découvrir le Roi Enoch. Et en fait, je l'ai jamais vu, moi, depuis que je suis là. Mais déjà, il vit sur la rive sud, c'est pas Montréal. Et blague à part, c'est pas un personnage si. En fait, il est connu ici à Montréal pour certaines frasques qu'il a fait. Il a eu quelques ennuis avec la justice parce que il faisait un peu trop le con dans ses clips avec des liasses de billets et des montagnes de coke. Et ça Mhm. a fini par intéresser les flics. Mais c'est pas c'est pas une grosse voix du rap francophone québécois. Voilà. Non, en France, c'est très connu par contre. C'est sûr qu'en France, pratiquement les Français ne connaissent que le roi Enoch. Ouais, c'est un peu une bonne, C'est une icône. une icône, voilà, il fait rire et puis il y a toutes les phrases emblématiques qu'il y a eu, puis il y a toujours eu un peu cette fascination. Tu sais, quand t'es français, surtout de la région parisienne, t'en viens à très vite On apprend en fait dans la culture un peu à te moquer des Belges. Bon après c'est historique, hein, à te moquer des Suisses, à te moquer des sudistes. Tu viens de Paris, l'accent du sud te fait marrer. Et le Québec, c'est un peu pareil. Donc, quand il y a eu, en tout cas, tous ces reportages sur le roi Enoch, il y avait un peu toute une découverte d'expression qu'il pouvait y avoir et ce genre de choses. Et du coup, moi, je l'imaginais bien dans les Lascars. Oui, il aurait pu, il pourrait d'ailleurs, il pourrait. Ça, c'est parce que nous, les Parisiens, on est des connards, hein, c'est pour ça. Hein. Tout ce que tu viens de dire derrière. Mais oui, Ouais, oui, il aurait pu, effectivement, il pourrait d'ailleurs, euh, puisque Lascar, on est en train de travailler.
sur une suite. J'en dis pas plus, mais dans les mois et années qui viennent, c'est sûr qu'il va y avoir euh, quelque chose autour de la série Lascar et peut-être du long métrage. D'accord. Alors, on va continuer d'enchaîner un petit peu les questions, histoire de rester dans les temps et d'avoir le temps de donner de l'intérêt à tout le monde. Alors, il y a une autre question, c'est pourquoi les NFT? À quel moment tu t'es dit, je vais faire un NFT? Écoute, j'ai commencé d'abord, comme beaucoup, à m'intéresser à la crypto. De manière générale, je ne connaissais pas l'existence du NFT. Euh, donc voilà, j'ai un ami à moi qui est très pointu là-dessus, qui m'a dit, il m'a parlé de Bitcoin au départ. Hein. Est-ce que tu connais Bitcoin? Je ne connaissais pas. Je te parle de ça il y a 3 4 ans là. Et puis j'ai commencé à m'intéresser au monde de la crypto, en fin de compte, si tu veux, tu vois. Je suis pas, je suis pas passionné par je suis pas un trader, quoi. Je suis pas passionné par la monnaie. En fait, j'adore la philosophie qu'il y a derrière la crypto, si tu veux. Mhm. Tu vois, le fait de pouvoir bypass les banques, etc. Je trouve ça génial de créer une économie parallèle, ou en tout cas, tu vois, de pas devoir dépendre, en fait, de gens dont on n'a pas envie de dépendre. Et quand est arrivé le NFT, quand j'ai pris connaissance du NFT, je me suis tout simplement dit, super, pour moi, c'était surtout une nouvelle opportunité de créer, de me faire connaître par d'autres gens qui connaissent pas forcément mon travail sur un support nouveau. Et puis, en même temps, justement, rester dans cette communauté crypto que j'apprécie. Donc, tout était fait pour que je m'intéresse au NFT. Mais, je ne vais pas te mentir, pour l'instant, j'en suis quand même balbutiement, si tu veux. Euh, Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est tu vois, peut-être demain d'avoir de nouveaux moyens créatifs à travers le NFT. Quoi. Si tu veux, Ok. je suis une espèce d'usine à création. J'ai 1000 idées qui me viennent par jour. Il y en a 999 qui sont pourries, certainement, mais j'en garde toujours une. Et donc, dès que j'ai un nouveau support pour communiquer ce que j'ai envie de faire, BD, cinéma, si je savais danser, j'inventerais des chorégraphies, si tu veux. Donc le NFT, forcément, ça avait tout pour m'intéresser. Ah, j'ai plus le nom en tête, mais c'est une idée justement quand tu disais de ça. Ah, voilà, Kim Jong-ji. Je sais pas si tu connais Kim Oui. Jong-ji. Ouais, Et, illustrateur. euh, et toi Voilà. qui dessine beaucoup, tu sais que lui, il a vendu ses sketchbooks. Ouais, Du coup, étonnant. ça peut être une idée, pourquoi pas, un projet. Il me semble pas avoir vu trop ça encore dans la crypto, des sketchbooks ou ce genre de choses. En NFT? Il a fait des NFT avec Ouais. ses sketchbooks? Non, Ok. non, je disais que Il a vendu ses sketchbooks. c'était une suggestion pour toi, parce que je disais que justement, j'avais pas encore, j'étais pas tombé dessus encore. Ça doit exister, mais j'étais pas tombé dessus encore. Ouais, certainement. Ouais, ouais. Mais c'est sûr, j'ai pas envie de faire comme les autres non plus, tu vois. Enfin, j'ai pas envie de. Ouais, il y a plein de choses qui sont faites déjà, mais j'ai dans l'espoir d'innover un petit peu. Donc c'est pour ça que j'y vais tranquille. Les cryptovirus, c'est vraiment mon ballon d'essai en fait, qui reste assez classique en fin de compte d'ailleurs, hein, ceux-là. Et les prochains seront certainement, je l'espère, plus originaux et plus inventifs. Même si je suis très fier de ma série de cryptovirus. Alors, on va continuer un petit peu sur les questions. Donc, tu nous as parlé effectivement de ton ami qui t'a fait découvrir la crypto, mais est-ce que c'est lui aussi qui t'a fait découvrir les NFT? Non, c'est pas le même ami. D'accord. Mon ami qui m'a fait découvrir la crypto, c'est David Nathan. Allez, je name drop. Yeah. Voilà, qui lui est à fond là-dedans. Euh, et qui s'occupe de Crypto News notamment. De mémoire, c'est Crypto News, ouais, c'est Crypto News. Et alors que non, les NFT, c'est plus. Enfin, je connaissais déjà les NFT, mais c'est notre ami le Swiss CryptoCat. Je l'ai dit avec l'accent anglais, c'est super, non qui m'a vraiment, comment dire, ouvert la voie. On va dire. Je m'y intéressais un tout petit peu et c'est en discutant avec lui que vraiment j'ai mis le pied à l'étrier sur le NFT. D'accord. Alors, je te salue, je te vois, tu es là. Présent ce soir. Yes.
Alors, on va continuer du coup les questions. Est-ce qu'il y a des projets d'animation? Donc, c'est toujours des questions de la communauté, hein, maintenant, juste pour Pas de la problème. précision, on est dans les questions de la communauté. Est-ce que tu as des projets d'animation en NFT? Oui, en fait, oui. Mais justement, c'est pour ça. Enfin, là, je suis à la découverte de Procreate et j'en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense pas forcément faire de l'anime. Quoique, on peut faire de l'anime d'ailleurs avec Procreate. J'ai vu ça, c'est assez génial. Mais je pense notamment utiliser la fonction timelapse là pour faire des trucs intéressants. Et à voir, à suivre. J'ai pas encore suffisamment, si tu veux, étudier le truc pour vous dire oui, demain j'ai un truc en anime NFT, mais c'est sûr que ça va venir. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de la France? Euh, oui, bien sûr. Alors les choses qui peuvent me manquer de la France, déjà des amis que j'ai laissés là-bas, de la famille. Alors je suis retourné en France récemment. La France ne me manque pas tant que ça, hein. Je m'y intéresse énormément. Je regarde souvent les infos, etc. Et puis comme je te dis, comme je fais du dessin d'actu, forcément je garde un pied connecté sur le vieux continent. Mais à part l'humain, enfin donc la famille et les amis, j'en ai aussi ici, hein. Je te dirais que c'est la gastronomie. J'ai pensé à ça quand j'ai posé la question, je voulais faire la blague, qu'est-ce qui te manque à part la nourriture? Ouais. Mais tu sais, ça fait toujours prétentieux quand c'est un Français qui le dit. Non, mais c'est tout con. Tu peux enfin, tu bouffes très bien d'ailleurs. Nous, on bouffe très bien ici. Mais par exemple, c'est tout con, mais t'as moins accès à. T'as beaucoup plus de fast-food ici. Donc, quand t'es dehors dans la rue, tu vas attraper un truc vite fait. Euh, Ça va rarement être quelque chose de. Tu vas tomber sur une petite poutine ou un burger, des trucs très bons, très gras aussi. Tu sais, tu prends l'autoroute, par exemple. Dans les restaurants, t'as pas de resto. T'as des Burger King, tu vois, des KFC, des PFK, comme on dit ici, le poulet frit du Kentucky, mais tu vas pas trouver, tu sais, le petit Gastos qui va te servir un petit plat mitonné, etc. Ça se perd un petit peu ici en France Un petit aussi, peu. malheureusement. Et puis il y a le prix du vin aussi, c'est-à-dire que une bouteille, un Bordeaux que tu vas payer 5 euros, un bon Bordeaux que tu vas payer 5 euros en France, ici il va coûter 20, quoi, 20 dollars minimum. Ça fait un petit peu le premier choc culturel. Quand tu arrives au Québec, tu fais ah ouais, hein, on va boire moins de vin dans ces cas-là. C'est pas plus mal finalement. Tu bois de la qualité et pas forcément de la quantité. Mais non, sinon, puis non, qu'est-ce qui me manque en fait, la Sécu rembourse pas trop mal les dentistes. Et ici, l'équivalent de la Sécu qui s'appelle la RAMQ rembourse que dalle. Donc, tu vas te faire soigner une dent, t'en as pour 200 balles minimum. Ça, c'est un gros choc culturel. Et je le raconte là-dedans, encore une fois, dans Wesh Caribou. Alors, je conseille à toute personne non canadienne ou québécoise venant visiter le Québec, de culture française, de lire Wesh Caribou, ça vous fera des raccourcis. Il y a des trucs que vous apprendrez là-dedans et qui, voilà. Je fais un peu de pub pour moi-même, hein. Mais- Édition Rookmout, encore disponible chez mon libraire. Alors pour te suivre, est-ce qu'il y a un Twitter ou quelque chose comme ça que tu peux nous donner? Ouais, alors je suis pas encore très très actif sur Twitter, mais Mais à chaque fois, justement, on va être tes premiers, ben oui, voilà, fond attends, dedans, quoi. ben oui. Alors attends, mon Twitter, tu sais quoi, je le connais même pas par cœur. C'est El Diablo PCP, je crois, ouais. PCP étant le nom de mon groupe. Attends, je vérifie si c'est bien ça, parce que j'en avais. Moi, je te trouve pas comme ça. C'est peut-être El Diablo Lascar, j'ai mis sur Twitter. Attends, dès que je trouve le lien, je te l'envoie, parce que Voilà. je... Je te laisse chercher et pour l'instant, on enchaîne sur les dernières questions. Il y a Jean-Philippe qui nous demande est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations. Ah, il y a des stalkers quoi, qui t'ont déjà retrouvé et qui ont partagé. Excellent. Bravo les mecs. Comme ça m'évite Voilà. de faire des recherches pendant que je vous parle. Yes. Non, alors on s'abonne tous, hein, c'est même pas une suggestion, c'est un ordre pour tous les gens qui sont dans ce Je live. s'abonne pas, je l'ai Je pas. clique C'est encore bizarre. énormément, en fait, mais ça va venir. Du coup, voilà le petit lien du Twitter dans le chat. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur la fresque qui est derrière toi, de qu'est-ce que ça représente et de qui c'est? Ah bah ça non, ça c'est un batik sénégalais.
Alors, c'est pas du tout moi qui l'ai fait, pour le coup. D'accord. Vous voulez voir des toiles à moi, je peux vous en montrer, il faut que je me déplace. Non, ça c'est un truc que ma femme a ramené du Sénégal. Voilà. Et donc, comme c'est très beau, ça fait à peu près 20 ans que dès qu'on emménage quelque part, on le pose sur le mur. Et voilà. Et, on sait qu'on est arrivé quand il est posé. C'est bien, c'est voilà, une réunion peut-être familiale, en doute. Quelque chose de... Moi, j'ai un gros rapport avec la famille. J'ai beaucoup d'enfants et je suis très family man, donc ça me parle beaucoup. Ok, super. Et du coup, l'une des dernières questions qu'on a, elle est à propos de ton pseudo. Pourquoi El Diablo? Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, d'une part, c'est parce que, comme je t'expliquais au début, moi j'étais dans le graffiti et donc je taguais beaucoup dans ma jeunesse. Et qu'il se trouve que El Diablo, c'est très facile à taguer. Mhm. C'est des lettres faciles et qui me plaisent et que je les ai bien en main là. Alors d'autre part, dans ma jeunesse, j'étais un grand fan notamment de rap latino. Je pense que le truc que j'ai le plus écouté quand j'étais jeune, c'était Cypress Hill. Donc tout ce qui avait une consonance hispanique, encore une fois, je le regrette parce que je parle pas tellement espagnol, m'intéressait. Et puis après, le Diablo, ça a une signification toute conne. Tu veux, c'est le petit diable qui est sur mon épaule là, et qui me souffle les conneries artistiques que je crée au quotidien. C'est un peu oui, c'est ma part, ma part artistique, quoi. Je Voilà. pense que pour signer les tags pour la police, c'était aussi mieux que de signer Boris, quoi. Évidemment. De toute façon, généralement, oui, personne, dans le milieu du graphe, personne n'utilise son vrai nom, à part André. Euh, Sinon, la plupart des gens prennent un pseudo. Mhm. Alors très bien, ben, on va voir la dernière question pour aujourd'hui, qui est une question de Lucie, qui est pour ta suite Lascar, est-ce que ton inspiration viendra des banlieues québécoises ou parisiennes? Parce que depuis les années 90, les choses ont légèrement changé en France, ou bien cette évolution va-t-elle justement te servir? Alors, en l'occurrence, on ne traitera pas du sujet du Québec ou de façon détournée. Donc, ce sera plutôt les banlieues françaises, entre guillemets, mais pas forcément parisiennes. J'en dis pas plus pour l'instant. Néanmoins, oui, c'est sûr que ouais, nous, on s'est toujours intéressé à ce qui était universel. Alors oui, il y a des choses qui ont changé, effectivement, dans la culture urbaine en général. Euh, mais on essaie de rester justement sur ce qui n'a pas changé et ce qui rapproche. Euh, donc, alors d'autre part, nous, c'est sûr que moi j'avais 25 ans il y a 25 ans, donc tu fais le calcul dans ta tête. Si tu veux, je ne suis plus un jeune de banlieue, déjà je suis plus en banlieue. Donc on va faire appel, on a déjà fait appel d'ailleurs à des artistes et auteurs plus jeunes que nous. Donc ça va être un petit peu différent, ça va évoluer dans ce sens-là parce que on fait appel à des sensibilités différentes de la nôtre, mais en même temps, on va quand même rester dans la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à présent. S'il y a une suite à l'ASCAR, je dis toujours si, parce que tant que c'est pas fait, je ne vais pas dire il y a une suite à l'ASCAR. S'il y a une suite à l'ASCAR, elle sera à la fois pas très loin de ce qui existe déjà, et en même temps très différent dans le sens où, au niveau des thématiques, au niveau de plein de choses, ça va changer. En revanche, effectivement, le point d'ancrage au départ, c'est la banlieue en France. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que alors l'Oscar s'est passé sur Netflix récemment là. Euh, D'ailleurs, c'est pas encore passé au Québec, c'est pas encore passé au Canada, mais ça a été vu par plein de gens et je sais pas si c'est passé dans d'autres pays, mais ça a une vocation quand même universelle, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on parle d'un milieu très particulier, si tu veux, ça a été traduit en anglais. Hein. La série Lascar est déjà passée sur MTV il y a quelques années, ça s'appelait Rock the Way. C'était la même série. Et ça parlait aussi aux Américains. Il faut savoir que ça a été traduit de façon pirate dans beaucoup de pays. Euh, la Tunisie, le Maroc, la Réunion, en créole réunionnais, ça a été refait, etc. Et c'est des gens, juste des fans de Lascar, qui l'ont fait eux-mêmes chez eux en studio, donc ça c'est marrant. Moi, c'est un bel hommage. Il y a eu aussi des traductions officielles, notamment en Pologne, par exemple, tu vois. Donc, quel que soit le lieu où c'est vu,
tu veux, ça touche quand même les jeunesses urbaines d'abord, et puis après le reste des gens, parce que de toute façon, les histoires qu'on raconte, c'est des histoires humaines. C'est aussi universel que pouvaient être les fables de La Fontaine. Tu vois, à travers des personnages dans un biotope particulier, on essaie de parler à tout le monde. Voilà, cette phrase était très longue. Je reprends mon souffle. Question suivante. Et là, on a fait le tour des questions. C'est le moment du remerciement. C'est le moment de te remercier d'être venu aujourd'hui parmi nous, partager ton expérience, ton savoir-faire et des informations qu'on peut pas facilement trouver. Enfin, je veux dire, c'est super intéressant d'en savoir plus à propos de ton parcours et de ton process. C'est pour ça qu'on fait ces amas. Donc, merci encore d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et puis on va se recroiser très vite. Hein. Eh ben oui, bah, maintenant, j'espère. Exactement. À la sortie des Voilà. prochains NFT. Hein. Exact. Et Ça sent bien ici. Ça sent bien. évidemment, merci à tous les membres des collectionneurs qui ont bien évidemment participé au live, qui ont été présents, qui ont écouté, qui ont laissé des questions ou non. Vraiment, ça fait toujours plaisir, c'est toujours encourageant pour les artistes et pour les membres de voir que on n'est pas tout seul lors des interviews. Donc vraiment, merci encore. On est de plus en plus à chaque fois. Et On je était pense combien là pas mal. Je sais pas, une 30, entre 20 et 30, quelque chose comme ça. Une bonne quarantaine. On est beaucoup plus, ouais. Ouais, plus, ouais. Parce Après, qu'on est si limité tu les- sur, à 25 sur le. en Ah d'accord, vidéo, ah mais oui, il y c'est avait les beaucoup plus, membres, il y avait les Ça, il y a membres de tous ceux, Twitch. tous ceux qu'on ne ouais, voit c'est pas. Twitch, ouais. C'est Ah, ça, puis c'est ça. les Marseillais diront qu'on était 200. On À était. peu près, hein, à peu près. Hein. Vraiment, c'est à peu de choses près ça. Ah, pas mal. Non, mais c'est super. C'est 200 selon la police et 30 selon les organisateurs ou l'inverse. Bon, bref. Ok, mais en tout cas, moi c'était un plaisir. Et on passe ça comme vous voulez. La sortie de la prochaine série d'NFT, pourquoi pas. Ah bah avec plaisir, tu viendras. Ou dès qu'il y a un truc qui bouge. Dès qu'il y a un truc qui bouge, tu peux venir, il n'y a pas de problème, on t'accueillera avec grand plaisir. Mais je vous préviens, vous allez en avoir marre au bout d'un moment parce que j'ai souvent de l'actu. Écoute, on Mais, te le dira, on te le dira. Ok, ça marche. Bah, merci Eh bien, à toi. salut à tous. Ouais, Eh bien, merci salut à beaucoup, tous Sophie. et eh ben, merci. Et pour ceux qui veulent continuer le chat, bien évidemment. Alors moi, je vais vous quitter ce soir, mais voilà, n'hésitez pas à aller dans l'amphi, l'un des channels du Discord. Pour les gens même qui ont suivi sur le Twitch, rejoignez les gens pour discuter, pour faire une after. C'est toujours super intéressant de se connecter entre passionnés des NFT. Donc voilà, moi je vous laisse, mais n'hésitez pas à vous rejoindre dans les canaux audio pour discuter toute la soirée. Bonne Moi, j'ai soirée des à tous. petites obligations familiales, mais je vais certainement repasser tout à l'heure. Donc, pour l'instant, je vous salue. Allez, salut à tous, bye bye.